Bonsoir. Face à l'actu ce dimanche, 19h-20h, heureux de vous savoir à nouveau nombreux. Nous sommes avec l'honorable Djemeni Benild, il est député élu SDF dans la localité du Mungo, donc nous sommes dans la région du littoral. Élu de la nation donc, président du réseau parlementaire pour la promotion des banques et assurances. Il est donc commissaire contrôleur, membre également de la commission des finances et des budgets à l'Assemblée nationale. Avant d'être député, il était déjà directeur général du cabinet La Réserve, spécialisé dans le contentieux des assurances. C'est dire qu'il a une nouvelle vision dans ce domaine-là. Cadre juridique et réglementaire, je rappelle, il est cadre juridique et réglementaire des parlementaires du Cameroun. C'est une mission dont on parlera grandement ce soir dans le cadre de cette émission, pour laquelle, vous le savez, on reviendra également sur les temps majeurs de l'actualité de la semaine. Cette balle de ping-pong entre le MINFI, le ministre des Finances, ou alors le ministère des Finances, et le ministère de la Santé à propos de la gestion des fonds Covid. On parlera également de cette nouvelle attaque, de la descente du ministre de la Défense dans l'extrême nord Cameroun, attaque Boko Haram. Des sujets et d'autres qui vont meubler cette émission. Bonsoir, honorable. Bonsoir, M. Dipita. Bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Merci d'être des nôtres ce dimanche. Je vais peut-être entrer avec vous par cette actualité qu'on a suivie du côté de Njombe Pédia, dont je l'ai dit, vous êtes originaire en tant qu'élu. Ces jeunes qui ont été condamnés là-bas pour outrage au président de la République il y a quelques semaines déjà. Ce sont des jeunes de votre localité. Ça vous inspire un commentaire? Oui, pas un commentaire, mais je dis que c'est un dossier que je suis de près. D'accord. Et je compte y aller jusqu'au bout. Simplement pour montrer que mon engagement en politique, c'est une autre nouvelle vision. Ce n'est pas cette vision qui est désuète aujourd'hui là. Donc, tous ceux qui sont de ma localité, en particulier, même en général au Cameroun, doivent bénéficier de mon accompagnement. Ceci ne veut pas légitimer l'acte qu'ils ont dit, que je cautionne l'acte qu'ils ont posé, mais je pense que mon rôle beaucoup plus est de permettre qu'ils aient, que leurs droits soient respectés et qu'ils aient un jugement qui soit conforme à la loi. C'est d'ailleurs dans ce sens que j'ai constitué 4 avocats à leur côté, et vous avez vu pratiquement en moins d'1 mois, c'était le plus rapide du Cameroun. En moins de 2 mois, on a rendu une décision les condamnant à 12 mois d'emprisonnement ferme et 500 000 d'amende. Donc, j'ai instruit mes avocats de faire appel. J'étais à Mbanga moi-même pour contrôler la situation. Donc, j'attends la notification du greffier en chef pour payer tous les frais pour que l'affaire soit enrôlée au niveau de l'appel. J'ai également rendu visite à ces enfants du côté de la prison, où je les ai gardés tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire que de provisions, de quoi manger, de quoi bien se vêtir, de quoi dormir. J'ai discuté également avec eux pour leur faire comprendre que de la prison, on peut devenir chef de l'État. Et qu'ils ne pensent pas que tout est perdu. Je suis à leur côté. J'ai discuté avec la famille, j'ai donné également des provisions à la famille, et je vais continuer ainsi. Le procès en appel, je serai moi-même présent. Et la suite serait l'insertion de ces jeunes au niveau social. C'est-à-dire, je suis en pourparlers avec plusieurs sociétés dans le Mungo, Sud en particulier, pour que dès leur sortie de la prison, qu'ils aient un emploi digne et crédible, pour montrer qu'on peut faire la politique autrement. Dans quel état d'esprit sont-ils? Je veux dire, ont-ils le sentiment d'être coupables? Ont-ils le sentiment d'une injustice? Pensent-ils que si c'était à refaire, le referaient-ils? Disons que c'est des enfants qui en ont ras le bol, comme tout bon Camerounais, qui ont vu, on est en train de parler de 180 milliards qui allaient en fumée. Et eux, de ma localité, comme je chante tous les jours à l'Assemblée, ils n'ont même pas vu un seul cache-nez ou même un seau. Et pire encore, ils sont dans des sociétés où ils gagnent des sommes dérisoires. Et ils en ont eu ras le bol, et ils ont fait des déclarations qui, quelquefois, peuvent ne pas être acceptables. Mais pour l'instant, ils sont très sereins au niveau de la prison. Ils ont un mental très haut. Encore qu'ils ont leur député qui est à leur côté, qui suit de près. J'ai 4 avocats, un qui habite
Mbanga, qui va à la prison presque toutes les semaines, et puis les autres qui sont ici à Douala. Donc ils n'ont pas de soucis pour l'instant, et on ne peut pas dire qu'ils reprennent. S'il y avait à reprendre, ils devraient dire la même chose, parce que proférer des injures et des menaces, c'est sanctionné. Cela dit, je vous invite à prendre donc le premier stop de cette émission. Vous le savez, dans des reportages qu'on va parcourir. On va aller du côté de la gestion du fonds Covid, on en parlera. Vous êtes parlementaire, on sait que c'est une question qui a été au cœur des débats à l'Assemblée nationale, ou du moins qui a suscité une polémique. Cette semaine, le ministre des Finances a tensé, je le dirais ainsi, son collègue du gouvernement au ministère de la Santé publique. C'est dans le cadre d'un rapport pour lequel les 180 milliards ont été ou alors ont tenté une explication du gestionnaire des fonds gouvernementaux. Suivez plutôt. Le ministère des Finances, coiffé par Louis-Paul Motazé, vient donc de publier son rapport sur le Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales. On apprend que sur 180 milliards de francs CFA attendus dans le budget du compte d'affectation spéciale Covid-19 en 2020, 171,89 milliards de francs CFA ont effectivement été mobilisés. Dans cette enveloppe, le ministère de la Santé publique a reçu la somme de 44,83 milliards de francs CFA au titre d'avance de trésorerie. À en croire l'honorable Nietzsche, cette avance de trésorerie devrait permettre à l'administration que dirige le docteur Manaouda Malachi de faire face à l'urgence sanitaire en attendant la mise en place de tout le dispositif de riposte. Le rapport indique que le ministère des Finances attend jusqu'à ce jour les pièces justificatives de l'utilisation de l'argent par le ministère de la Santé publique. Le département ministériel de Manaouda Malachi a pourtant été relancé en janvier 2021 pour la production des dites justifications. Sur un tout autre plan, le rapport relève une méconnaissance des procédures de décaissement. Cela se justifie par le faible taux de réalisation des dépenses d'investissement. Sur des prévisions de 48 milliards de francs CFA dans cette rubrique, seulement 14 milliards de francs CFA ont été décaissés. Toutefois, le ministère des Finances se félicite de la gestion adoptée par le Cameroun qui a permis non seulement une bonne gestion de la crise sur le plan sanitaire, mais aussi le ralentissement de l'activité économique en lieu et place de la récession telle qu'envisagée. Sur le plan budgétaire aussi, les choix pris par le gouvernement et la mise en place du CAS Covid-19 auront été salutaires. Le ministère des Finances, celui de la Santé publique, n'a pas hésité un seul instant. Réponse du berger à la bégère. 550. Le docteur Manaouda Malachi a, dans un communiqué également, saisi son ministère, du moins son collègue des Finances, pour lui dire que la somme indiquée, ayant été gérée par le ministère de la Santé publique, n'est pas exactement ce qui se ressort du rapport de celui des Finances. Suivez cet reportage fait ici à Douala. Manaouda Malachi dit sa part de vérité sur la gestion du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus. C'est dans une correspondance datant du 27 juillet 2021 adressée au ministre des Finances. Le MinSanté note que le rapport d'exécution de ce fonds spécial et ses répercussions économiques et sociales au titre de l'exercice 2020 a été rendu public sur le site internet du ministère des Finances sans qu'il ne soit préalablement transmis à son département ministériel pour complément d'information. Ceci dit, le docteur Manaouda Malachi relève une différence de chiffres. Dans le registre des écueils qui ont entravé la bonne exécution de cette stratégie de riposte contre la Covid-19, le ministère des Finances accuse le ministère de la Santé publique de non-régularisation des avances de trésorerie consenties de plus de 45 milliards de francs CFA. Faux pour le ministre de la Santé publique. Dans ce chapitre, il faut plutôt parler de plus de 34 milliards de francs CFA. Autre élément à préciser pour le MinSanté, toutes les dépenses ont été exécutées en procédure normale et tous les documents les justifiant sont disponibles dans les services du Trésor, institution dépendant du ministère des Finances à l'origine du rapport contesté. Il faut noter que ce fonds spécial est créé par le chef de l'État en mars 2020 après la détection de premiers cas de Covid-19 au Cameroun. Près de 8,6 milliards de francs CFA ont été perçus, avec pour provenance près de 5 milliards de l'Agence française de développement et plus de 3 milliards de personnes physiques et morales. Un commentaire sur d'abord ce jeu de ping-pong entre les deux membres du gouvernement et puis dans le fond, c'est que vous les parlementaires à l'Assemblée nationale, vous attendiez
impatiemment ce rapport qui n'est finalement pas venu? Le premier commentaire que je vais faire, c'est que je ne suis pas d'abord étonné par ce gouvernement-là. Il n'y a rien de plus pertinent que nous pouvions attendre d'un gouvernement qui, pour moi, est à l'agonique. Le second, c'est que le Parlement a effectivement programmé cela à la session de juin, mais malheureusement, le calendrier qui a été tellement chargé, et il y a eu une déprogrammation. Et je peux vous rassurer que le Parlement n'hésitera pas également de prendre position d'ici la session de novembre. C'est d'ailleurs en cours. Mais il faut dire que c'est un problème véritablement crucial pour notre pays. Et c'est même à la limite un problème que je dirais même élémentaire. Si vous aviez des gens qui, un temps soit peu, peuvent s'amuser à prendre les fonds pour se soigner et aujourd'hui ne peut même pas donner une explication crédible. Vous imaginez à quel niveau on se trouve. Ça devient, comment je vais dire ça, on se retrouve carrément dans une situation où je peux dire que le gouvernement est perdu. Et lorsque vous êtes perdu, vraiment, il faut que vous preniez un petit congé pour vous reposer et rafraîchir la mémoire. N'attendons plus rien de ce gouvernement. Ce que vous voyez là, c'est pour moi, c'est même élémentaire. Et je peux même dire que c'est même tellement basique qu'aujourd'hui, au niveau de la centralisation des données, qu'on ne puisse pas savoir qui a dépensé quoi et qu'on soit dans un jeu de ping-pong où ni le ministère, même en charge, ne comprend rien et voit même la tutelle. Donc ça ne m'étonne pas dans tous les cas. On sait que l'honorable Jean-Michel Nitieux, votre camarade de parti, mène des actions de revendication, de dénonciation. Est-ce que vous, en tant que parlementaire, du moins député, tout au moins, du SDF dans l'ensemble, ou qui c'est peut-être de l'opposition, si vous pouvez créer cette dynamique, ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale, est-ce qu'on n'envisageait pas une action commune, peut-être d'interpellation, de dénonciation, de revendication de ce rapport ou de la publication de ce rapport? Oui, le SDF, déjà, je tiens à saluer le travail que l'honorable Jean-Michel Nitieux fait depuis un certain bout. Vraiment, c'est à saluer et c'est un travail remarquable. Il m'arrive souvent au Parlement à dire que nous sommes 180. Si au moins chaque parlementaire pouvait prendre un ministère et signer sur lui, je dis ça comme ça, comme Jean-Michel Nitieux. C'est-à-dire que quel qu'en soit ce que vous faites, il ne lâche pas l'affaire de Covid. Et lorsqu'on se retrouve, il dit que cette affaire de Covid, je meurs avec. Donc, c'est à saluer et vraiment, il faut lui donner vraiment toutes ces références-là pour dire qu'il a fait quelque chose d'inédit. Maintenant, en tant que parlementaire, c'est-à-dire entre nous, l'opposition, déjà au niveau du SDF, oui, nous sommes en train de réfléchir dessus. Nous sommes en train de réfléchir dessus comment est-ce qu'on va prendre une position et on va dans les prochains jours faire un point de presse. On va faire un point de presse pour montrer à suffisance comment on a un gouvernement gabégique. C'est-à-dire que vous ne pouviez plus aujourd'hui, partant des affaires du stade, l'affaire de route de Douala-Est, on ne peut pas citer. Et puis l'affaire des engins abandonnés à l'Est, ainsi de suite. Vous-même, vous voyez, on est dans une situation qui fait pitié à la limite. Et nous, comme on se dit quelquefois des intellectuels, il faut sortir de sa réserve. Si vous ne sortez pas de votre réserve pour désormais piquer là où ça fait mal, et vous seriez complice et c'est la République qui vous regardera comme quelqu'un qui a cautionné une action pour détruire ce pays. D'accord. Sur un autre front, ou du moins sur le front sanitaire proprement dit, le gouvernement camerounais obtient un nouveau don de matériel de lutte contre Covid et c'est toujours au ministère de la Santé cette semaine que l'UNICEF et la Chine se sont déployés dans ce cadre-là. Reportage. 550 millions de francs CFA, c'est la valeur du partenariat entre le gouvernement chinois et l'UNICEF. Cette remise de dons s'inscrit en droite ligne de la mission et des objectifs de l'UNICEF et de ses partenaires à œuvrer aux côtés du gouvernement camerounais
pour le bien-être de la mère et de l'enfant. Donc ce don est destiné d'abord aux formations sanitaires des régions du centre, du littoral et du sud. Et il est constitué d'équipements rentrant dans la réponse à la pandémie de Covid-19. Plus précisément, il y a 100 concentrateurs d'oxygène, mais aussi des oxymètres de pouls, des masques, des équipements de protection pour les personnels de santé qui sont en première ligne pour soigner les patients affectés par la Covid-19. La mortalité maternelle a baissé de 782 à 406 décès pour 100 000 naissances vivantes, tandis que le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est passé de 122 à 80 décès pour 1000 naissances vivantes dans le pays entre 2011 et 2018. Sauf que, à peine le gouvernement a pu se féliciter de ces progrès, que la pandémie à Covid-19 est venue fragiliser aussi bien l'offre des services de santé que leur utilisation par les ayants droit. Son impact continue de compromettre les performances du système sanitaire. Pendant la pandémie de Covid-19, on note une baisse de la fréquentation des services de santé et nous souhaitons, en fournissant aussi des équipements pour prévenir la mortalité des nouveau-nés notamment, encourager les mamans qui n'allaient plus vers les centres de santé à revenir vers ces formations sanitaires. Donc il y a plusieurs équipements qui permettent aux nouveau-nés de survivre au moment, juste après l'accouchement. L'UNICEF, en partenariat avec la Chine, s'est donc engagé aux côtés du Cameroun à prendre des mesures afin de soutenir l'offre des services de qualité en faveur de la population en général, de la mère et de l'enfant en particulier. Nous restons avec notre invité de ce dimanche, je l'ai dit, c'est l'honorable Benilda Djemeni, il est député SDF, justement. Être député au Cameroun, à quoi est-ce que cela renvoie? Je veux dire, est-ce une tâche sur le plan personnel? On a souvent le sentiment que devenir député, c'est un peu comme mon frère est nommé, nouvelle VX, on imagine tous les avantages, on sait qu'il y a les micro-projets, comme quoi la vie change pour ceux qui ne l'étaient peut-être pas avant. Député au Cameroun, à quoi cela renvoie-t-il? Député au Cameroun, pour moi, dans un premier temps, ça renvoie à deux notions principales. D'abord, c'est le principe, contrôler l'action du gouvernement et légiférer. Ça, c'est le principe. C'est-à-dire que vous avez le droit de regarder partout où l'État injecte de l'argent. Contrôler l'action du gouvernement. En second lieu, vous deviez légiférer à travers des projets de loi ou des propositions de loi. Projet de loi, l'initiative du gouvernement. Proposition de loi, l'initiative des parlementaires. Maintenant, de façon miraculeuse, je ne sais pas, il y a quelque chose qu'on a instauré. Je ne sais pas comment c'est possible. C'est pas, on parle de micro-projets. D'accord. C'est-à-dire qu'on vous livre totalement à la population. Je dis bien, on vous livre à la population. Comment ça? En vous donnant une somme de 8 millions soustrait des taxes, c'est-à-dire vous vous retrouvez parfois même à 6 500 000. Et on vous dit que vous deviez faire une activité dans votre circonscription avec. Et vraiment, c'est tellement pathétique une fois de plus pour un parlementaire. Vous avez 6 500 000. D'après le BIP camerounais, construire une salle de budget d'investissement public. Oui, je veux dire que construire une salle de classe, je crois, c'est autour de 8 à 9 millions. Mais on vous donne à peu près 6 500 000 pour aller investir dans votre localité. Je ne sais pas. Quelqu'un comme moi, où j'ai Dibombari, j'ai Souza, j'ai Mbanga, j'ai Mombo, j'ai Djombe Penja. Ça me fait 5 localités. Lorsque vous divisez, ça n'atteint même pas 700 000 par localité. C'est-à-dire que je ne peux même pas creuser un forage, puisque dans leur projet d'investissement, le prix d'un forage, c'est à peu près 8 millions. Vous voyez comment on livre un parlementaire à la population. Et à cela également s'ajoute le fait que vous êtes en conflit avec le maire qui est le patron local. Vous avez beau vouloir créer un forage dans une circonscription, le maire vous dit effectivement dans cet endroit, j'ai déjà prévu autre chose. Et vous alliez comment est-ce que c'est faisable? Et la mission première prévue par la Constitution
dit que vous deviez voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. C'est déjà tellement lourd pour un parlementaire que d'aller réfléchir dans les micros. Quand vous dénoncez ces complicité du régime qui nous gère, qui vous met en difficulté. L'intention à l'origine était également de pouvoir permettre aux députés élus de rapporter peut-être comment je veux dire, sa circonscription. Oui, je veux dire de répondre aux sollicitations de ses électeurs, de sa localité. Effectivement, en ce moment-là, ça ne peut pas découler d'un arrêté présidentiel. Vous voyez, d'un arrêté de la Chambre de... Quand vous dites c'est insuffisant, même s'il faut... Non, ça ne devrait pas être ça. En ce moment-là, il faut modifier la Constitution. D'accord. Vous voyez, parce que c'est contraire même à la Constitution. La Constitution dit que moi, député, je dois voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Ça va encore plus loin à l'article 4, en disant que le Parlement, l'autorité de l'État s'exerce à travers les parlementaires et le président de la République. C'est ces deux organes. C'est-à-dire que les ministres, là, ils oublient. L'autorité de l'État s'exerce à travers le président de la République et le Parlement. Or, on vient vous demander de creuser un puits qui est sous la responsabilité du maire. Comment est-ce que c'est possible? Le maire, vous entrez totalement en conflit. Heureusement que moi, je ne suis pas dans ce cas-là. Je remercie le maire de Mbanga, une dame, avec qui on collabore très bien. Je l'ai écrit dans toutes mes sollicitations. Elle en a répondu. Elle vient de me doter une très belle une salle pour que je puisse faire une salle multimédia. Mais il faut dire que c'est un problème que ce régime devrait arrêter. Prenons un exemple. Vous voyez ce que l'honorable Jean-Michel Nithieu investit pour la recherche dans le contrôle de l'action du gouvernement. Et là, on se pose maintenant deux questions. Faudra-t-il aller travailler avec des micro-projets ou bien il faut que vous investissez dans des recherches? Faire des recherches comme moi, par exemple, je viens de dénoncer sur une affaire de foncière où, en ce moment, j'ai des cabinets d'experts qui travaillent dessus. Il faut financer pour que ces cabinets d'experts te permettent de produire quelque chose de crédible. Et chez nous, nous n'avions pas des indemnités pour faire des propositions de loi. C'est-à-dire que concevoir un texte de loi, c'est tellement élevé, une proposition de loi pour déposer au Parlement. Il vous faut des experts. Lorsque vous faites le minimum en droit pour déposer un texte, il vous faut des financiers, il vous faut des juristes, il vous faut des comptables, tout cela pour lire le texte avant de le déposer au Parlement. Donc tout est fait pour qu'il n'y ait pas de propositions de loi, qu'il y ait plutôt que le Parlement subisse sur le projet de loi. Très bien. Ce que nous proposons, c'est simple. Et déjà, pour évacuer rapidement, c'est que on dit que ça fait des VX et tout, certainement. Il faudrait que les Camerounais apprennent à lire. C'est sur Internet. Le statut d'un parlementaire est sur Internet. Moi, par exemple, on m'a donné 10 millions. J'ai dit, je ne voulais pas ces 10 millions pour le véhicule. Je n'ai pas pris et quand je ne prenais pas, on disait, oh, lorsque vous affectez le don de l'État à une autre rubrique, ça veut dire qu'il y a détournement. C'est ce qu'on m'a dit. Mais j'ai pris, je suis allé donner dans ma circonscription. J'ai passé 2020 à donner dans toutes ces circonscriptions ce que le gouvernement a pris de l'argent pour faire, c'est-à-dire que protéger ma population contre Covid. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Mungo Sud n'a pas enregistré un seul cas de Covid. À l'hôpital de Mbanga, par exemple, j'ai donné tout ce qu'il fallait, jusqu'aux habillements des médecins. Le sous-préfet qui est parti, c'est lui qui l'a reçu et il m'a donné un rapport d'accusé réception de tout ce que j'ai déposé là-bas. Et je dis merci. Et c'est comme ça qu'on travaille. Je l'ai également produit au Parlement pour montrer comment systématiquement on peut travailler. Et lorsque vous vous retrouvez donc dans cet état de choses, quelqu'un comme moi, je n'avais pas forcément besoin de leur véhicule. Encore que ça coûte 10 millions. Je peux vous rassurer que même qu'à l'hôtel de Ndé, il n'y a pas une voiture aussi simple qui coûte 10 millions pour un député simple comme moi. Donc on me donne 10 millions. Et le véhicule que je roule avec avant d'être parlementaire coûte peut-être 5 fois plus cher. Et c'est le même véhicule que je l'ai aujourd'hui. Vous voyez qu'effectivement, on livre le parlementaire à la population. Et ça amène une autre chose. On vous demande, vous qui recevez à peu près 1 million ou 200 de salaire mensuel, plus un véhicule, même pas le véhicule, on vous donne l'argent. Ce n'est même pas le véhicule qu'on vous donne. D'aller contrôler un ministère de 205 milliards. Vous imaginez? C'est-à-dire que vous, pour certains qui sont carrément d'une pauvreté extrême, ils vont aller dans un ministère
pour dire nous venons faire un contrôle. Dans un pays où il n'y a pas d'éthique, il y a carrément une situation, il y a une ambiguïté quelque part. Donc vous souhaitez qu'on encadre définitivement la fonction du député? À partir de l'article 4, qui dit que l'autorité de l'État s'exerce à la fois par le président de la République et les parlementaires. Donnez quand même, prenons un exemple. Dans la sous-région, au Gabon, un député gagne 3 millions et poussière. Au Sénégal, c'est à peu près 6 millions. Prenons juste comme ça. Vous allez voir que ici au Cameroun, on est en train de vous donner un salaire dérisoire pour vous permettre de vous tenir. Prenons un parlementaire à qui on peut donner au minimum 10 millions le mois, à qui on peut donner une maison, à qui on peut donner tout ce qu'il faut. Ce parlementaire, dans ce moment, peut au moins produire un résultat. Mais les parlementaires qu'on voit rouler carrosse, comment font-ils? Non, je voudrais vous dire que... C'est une image, hein, quand je dis oui, c'est une image. Oui, il y a à peu près 3 ou 4 types de parlementaires, voilà. D'autres qui sont partis parce qu'ils évitent des poursuites judiciaires, d'autres qui sont partis là parce qu'ils veulent apporter des soutiens à leur famille, ainsi de suite. Nous autres, par exemple, moi, je ne veux même pas être parlementaire. Ça ne me dit absolument rien. Mais j'ai trouvé que toute la population s'est résignée. Moi, je suis parti d'une zone, le Mungo Sud, aller à l'étranger, faire 12 ans, revenir, passer au trot, ça fait 20 ans. Je trouve que c'est les mêmes personnes qui sont en place. C'est jeune. Et je décide de m'engager. Je décide de m'engager. Et quand je décide de m'engager, c'est parce que je veux travailler pour le Cameroun. Et laissez-moi vous dire qu'à chaque fois que j'avance, je trouve que c'est tellement élémentaire la tâche qu'on leur donne. C'est-à-dire, monsieur Dipita, vous vous levez un matin, on dit, monsieur, vous avez un budget de 100 milliards. Ce qu'on vous demande, c'est atteindre les objectifs avec ce budget de 100 milliards. Les gens sont tous les jours à la télé avec le discours, je remercie le président de la République. Le président a dit de travailler. Merci. Passons à tout à fait autre chose. On va évoquer la question foncière. Vous avez d'ailleurs vu très remonter à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines. Avant de parler du foncier, parlons des logements sociaux. Le ministre en charge de la question était à Douala cette semaine, que Tia Cortez. Elle allait remettre des premiers, ou du moins les clés des logements construits à des personnes qui les attendaient depuis, j'ai failli dire, plus d'une dizaine d'années. Suivez plutôt. L'attente a été longue pour la centaine de bénéficiaires des logements sociaux de Mbanga Pongo dans le 3e arrondissement de Douala. Je peux vous dire la date que j'ai fait mon premier versement, c'était en décembre 2016. Et j'ai fini de payer en janvier 2017 et j'attendais. Et je vous dis, chaque fois que je suis au Cameroun, je vais à la SIC, on me dit ce n'est pas toujours attendez, jusqu'au moment où je ne m'attendais plus. Et on me donne les clés. Ce 27 juillet 2021, ils ont reçu les clés de leur résidence des mains des autorités administratives. En tête, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. C'est la 4e vague du programme de construction de 10 000 logements sociaux et d'aménagement de 50 000 parcelles constructibles. De donner dans cette 4e vague près de 100 clés, aussi bien aux acquéreurs crédits fonciers via le mécanisme mis en place par le gouvernement pour accompagner ceux-là qui ne peuvent pas acheter cash, de leur donner les clés et à ceux qui avaient versé aussi leur argent depuis. Donc je suis très très heureuse et me réjouis de ce que les mois à venir, nous allons continuer à remettre les clés. Une organisation doit se faire pour rendre la zone habitable. Déjà, Célestine Ketcha Koutez a offert au comité de développement nouvellement créé de Mbanga Pongo du matériel pour l'hygiène et la salubrité, des chaises et des appareils de sonorisation. Dans le même sillage, parlons plutôt de la problématique foncière. On vous a vu très remonter, je l'ai dit, à l'Assemblée nationale. Oui, avant d'arriver sur le problème foncier, je voulais quand même dire quelque chose à ce ministre-là. Cette dame qui me semble un peu dynamique, parce que là, il faut le reconnaître. Et elle a été stoppée net dans son élan lorsqu'elle arrivait au gouvernement. Vous avez vu, je l'ai dit même au Parlement à elle-même, il me semble qu'elle est au mauvais endroit, parce que elle est arrivée à Yaoundé lorsque il y avait des routes qu'on ne pouvait pas circuler. Elle a fait venir les camions de l'ouest pour venir terrasser Yaoundé. Elle était, je le rappelle, maire de Baganté avant sa nomination, ou du moins au moment de sa nomination. Voilà.
des actions comme ça à encourager. On a plutôt tiré sur elles. C'est-à-dire, les gens pensent que c'est eux qui ont le monopole de travailler, ou bien de faire tout. Et parce que il existait un endroit où les gens s'organisaient à passer des marchés, et elle a dû racler ça gratuitement, elle a dû subir des représailles. Vraiment, lorsqu'on a fini de dire ça, je dis également que vous passez sur ces logements sociaux, c'est regrettable. Moi, par exemple, je passe là régulièrement, je filme, j'envoie à tous les parlementaires. C'est notre argent. C'est notre argent. Ensuite, lorsque vous apprenez, je dis, à ce niveau, les gens vendent même les clés. C'est quoi le logement social? Le logement social, comme son nom dit, c'est pour les derniers Camerounais. Mais on peut aller là faire un contrôle. Vous allez voir, c'est des DG, c'est des ministres, c'est des gens qui ont... Mais quand vous vous retrouvez dans un pays, on a dit logement social. Moi, Djomini, je n'ai pas droit à ça. Parce que je suis parlementaire et je suis DG. Je suis à l'abri de ce besoin. Mais c'est pour les petits Camerounais. Lorsqu'on est dans une république comme ça, il ne faut pas garder silence. Je tourne la page maintenant, je reviens sur votre question qui est celle des affaires foncières. Vraiment, voyez-vous, monsieur Dipita, on est dans un pays où, si vous ne faites pas attention, vous allez piquer une crise cardiaque. Quand vous n'aviez pas la possibilité à avoir même une petite parcelle, vous aviez quelqu'un qui parle de plus de 300 titres fonciers à lui seul, signés par la même personne. Ces 300 titres fonciers se portent, le minimum c'est en hectares. Je dis bien en hectares. Et j'ai demandé au ministre, est-ce que vous le saviez qu'il y a des gens dans votre ministère qui sont plus riches que des hommes d'affaires? Est-ce que vous le saviez? Et j'ai encore dit au ministre, monsieur le ministre, lorsque vous faites un tour dans les couloirs de votre ministère au service décentralisé, on ne voit même pas un prix. Rien n'est fixé. Vous ne connaissez pas combien coûte la descente de la commission. Lorsque vous voulez immatriculer un terrain, la commission, les frais de la descente, c'est combien? Chacun fixe comme il veut, en fonction du gré du sous-préfet ou du préfet ou du chef service de domaine ou de cadastre. On vous dit... Là, vous parlez du ministre Henri Iba ici, du cadastre des affaires foncières. Tout ce service-là, ça dit qu'il y a un problème juridique. Je ne sais pas si c'est un vide juridique ou c'est quoi, mais j'ai saisi un collectif d'avocats pour me donner un peu d'informations dessus parce qu'il ne faut pas parler sans avoir des preuves. Mais jusqu'à présent, je dis qu'il y a un constat réel qui se dégage. Pour tous ceux qui ont immatriculé le terrain, qui me suivent, il n'y a pas un prix officiel. Et la preuve, moi j'ai dû payer le certificat de propriété à 20 000 pendant des années. Si bien que je suis devenu député, je m'en vais sur Internet voir que c'est 2800. Chaque fois que je pars pour le titre foncier de ma maison, on me dit que le carton est fini. Et quand vous donnez 100 000, le carton sort. Et vous aviez votre titre foncier. Est-ce que j'ai parlé derrière? J'ai dit au Parlement. Et j'ai dit au ministre, si vous voulez les preuves, contactez-moi. Je vous les donne. Or, lorsqu'on est face à une situation pareil, je dénonce également le silence complice des hommes d'affaires et même des banquiers, je veux le lui dire. Parce que le titre foncier, c'est la sécurité financière. Parce que la loi dit que le titre foncier est intangible et vous ne pouviez pas vous attaquer à un titre foncier. On s'attaque à la procédure du titre foncier. Mais voyez-vous, lorsque vous aviez une petite procédure au Cameroun de crédit, immédiatement on attaque votre titre foncier. Le monsieur même qui a le titre foncier ne peut pas avancer. La banque aussi est bloquée. Or, moi je regarde, c'est une action où les banquiers même auraient dû financer pour qu'il y ait une stabilité sur le titre foncier. C'est vrai, ils vont dire qu'ils font à la fois leur rôle et celui du gouvernement. Mais c'est ça. Le gouvernement, lorsque quelqu'un est, comment je vais dire, à l'agonie, vous deviez le soutenir. Ce n'est pas un gouvernement où il faut compter. Aujourd'hui, la banque ne peut pas financer ses activités de façon paisible. Vous avez un titre foncier, le banquier vous dit toujours que le titre foncier ne fait pas foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le titre foncier désormais n'est plus un titre foncier. De simple fait qu'une personne, de par sa signature, peut vous annuler aussi un titre foncier. Il décide le matin, il dit que j'ai annulé un titre foncier. Par quelle loi?
il peut porter une action qui porte sur un titre foncier. Vous passez partout, à côté des logements sociaux là. Je suis passé par là un jour, j'ai plus de 500 maisons détruites. En 2021, on est encore en train de construire, on détruit. On est encore en train de construire, on détruit. Regardez les gens de la sécurité là, municipale là. Vous trouvez, c'est des voitures que vous garez à Akwa qu'on enlève. Il y a des voitures partout qui sont abandonnées. Est-ce que vous vous imaginez, c'est là où il y a l'argent que le gouvernement travaille. Là où il n'y a pas l'argent, le gouvernement ne travaille pas. Donc je vais produire dans quelques jours un texte bien ficelé à monsieur le ministre des Affaires foncières et des cadastres. Je vais lui donner les éléments qu'il faut pour qu'il travaille. Et avec un peu de soutien, je pourrais le faire en termes de proposition de loi. Et je veux lui dire que je critique et je fais des propositions. Je ne critique pas pour critiquer. Je fais des propositions. Et je félicite quelqu'un que j'ai vu, le chef de Vouribé, quelque chose comme ça, qui désormais a sorti un communiqué en disant que les cartons pour les titres fonciers sont disponibles chez lui en quantité suffisante. Et je lui dis que ça ne suffit pas. Monsieur le chef de centre de délégué de Vouribé, vous deviez y préciser, au cadastre, ici dans le littoral, vous deviez préciser les délais d'obtention d'un certificat de propriété. C'est 2 jours, c'est 3 jours, vous ne devez pas laisser l'état de système pour manœuvrer. Vous deviez sortir une note qui arrête les délais de la durée d'un titre foncier, de la demande d'un titre foncier chez vous à compter du dépôt par le notaire. Voilà comment on travaille. Si ce titre foncier passe plus de 7 jours chez moi, je sanctionne. Mais lorsqu'on se retrouve dans un système, allez, vous vadouez tout le couloir. Moi, je suis allé pour faire un certificat de propriété. Vous donnez 20 000, on dit écrivez votre nom ici. Vous n'avez pas droit au reçu. Vous n'avez droit à rien. Et je suis monté voir la dame. Et quand je suis monté voir la dame, madame, je suis un petit député. C'est vous qui signez? Elle dit oui. Madame, est-ce que vous pouvez me dire combien coûte ce document? Elle ne répond pas. Ce document que vous signez combien par jour? Elle me dit, je signe plus de 200 par jour. Je dis, madame, je viens de payer 20 000. C'est pas possible. Madame, j'ai sur mon téléphone, là, j'entre sur le site, on me dit que le certificat de propriété, c'est 2800. Est-ce que vous avez vu? Elle dit oui. Donc, vous faites 20 000 moins 2800. Il vous reste à peu près 17 000 et poussières. Je n'ai jamais pris le temps de calculer. Que chaque jour, 200 dossiers. 200 dossiers, elle sort de sa bouche, elle est en fonction. Elle dit chaque jour, je signe plus de 200 CP. Et elle avait un tas devant elle. J'ai laissé ma carte de visite en disant, madame, il faut reviser votre service. Et je ne manquerai pas de dire clairement que le Parlement s'est saisi des dossiers fonciers. C'est vrai, c'est un peu tard, mais il y a trop d'abus dans ce domaine. Je dis bien trop d'abus. Le deuxième problème que je voulais dire, c'est qu'au Cameroun, par exemple, c'est l'administration qui suit le développement. Au lieu que l'administration organise le développement. Qu'est-ce que je veux par là dire? Lorsque vous arrivez comme à Yassa, vous trouvez que quelqu'un est déjà presque à Edea avec le titre foncier où il a fait plus de 200-300 hectares là-bas. Et vous allez habiter là-bas. Il vous vend le terrain à son prix. Lorsque vous êtes nombreux là-bas, le gouvernement est obligé de mettre l'hôpital, la police et tout. Si vous mourrez là-bas, si quelque chose vous arrive, c'est la responsabilité du gouvernement. Et je dis au ministre que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dans une république normale et sérieuse, c'est le gouvernement qui décrète un quartier et fixe les prix. Si vous voulez faire la spéculation immobilière, comme le cas en Tunisie où j'ai vécu, vous achetez plusieurs parcelles. Et le gouvernement dit que dans cette zone, personne ne peut acheter plus de 1000 mètres carrés. Vous ne pouvez pas venir acheter un hectare, c'est pour que les autres aillent où? Et je peux vous dire que j'ai travaillé dans un dossier au tribunal d'Edea où il y a eu une descente judiciaire, c'était une affaire foncière. Le président qui est descendu sur les lieux, il a d'abord roulé avec sa voiture. Il a garé. Après, il a commencé à marcher à pied. Il demande au monsieur combien d'hectares. Il dit 172 hectares. Le président a marché, il a dit, monsieur, je suis fatigué. Je ne peux pas me prononcer sur ce dossier. Il a été affecté sans rendre la décision. Sur un problème foncier. Je vous parle d'une affaire qui fait 10 ans. Quand on
est dans un état comme ça. Vous pensez que c'est un état sérieux? Un état où quelqu'un se lève le matin, le ministre se lève au niveau de l'aéroport de Douala. On dit que la loi vous demande pour la destruction, il faut notifier à la personne et attendre 30 jours. On vient la nuit, on vous notifie et le matin, on vous détruit totalement. Ça se passe ici, à l'aéroport. Newton Aéroport. Newton Aéroport. On a notifié 2 jours, on a détruit. Nous avions posé cette question au ministre. On est dans un pays où vous arrivez pour les affaires d'immatriculation. Nous sommes encore sur le régime de la collectivité. Ce que veut dire collectivité veut dire la chefferie. C'est-à-dire que la terre appartient soit à l'État, soit à la chefferie. Le sous-préfet peut descendre et décider de titrer un terrain. Comme il veut. Il peut descendre et titrer ton terrain. Et vous pouvez vous opposer. C'est-à-dire que vous occupez paisiblement votre espace. Il vient, il titre. Et on vous donne la possibilité d'aller maintenant combattre pour obtenir votre bien en justice. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a trop de... On donne le pouvoir. Le ministre peut, je dis peut, décider de vendre tout ce qui reste dans le patrimoine de l'État. Lui, le ministre, il vous signe un arrêté. Je dis, il vous signe un arrêté. Moi, je suis allé là pour prendre... J'avais un endroit où ma soeur se débrouillait. On a détruit et je suis allé là pour prendre un arrêté. Ils sont venus même sceller. J'ai dit, mais monsieur, vous scellez une cuisine qui vous donne la possibilité de sceller. Imaginez, voyez. Donc, on est dans un problème, on est dans une structure où l'État poursuit le plus riche. Si vous êtes riche, vous allez immatriculer un ensemble de terres, même si vous avez obtenu parce que vous êtes l'ami ou le frère du ministre, ou bien vous avez des relations avec le gouvernement. Ce que je dis, je n'ai aucun problème avec ce ministre, d'ailleurs que nous parlons très bien. Il m'en a reçu, il a dit, petit frère, j'attends tes propositions. Je vais lui donner mes propositions. Nous n'avions aucun problème, mais je décris le système qui est en place. D'accord. Et je dis au ministre que pour ne pas être complice, il faut communiquer. Quand vous arrivez dans tous les tribunaux du Cameroun, vous avez quand même le prix de chaque acte. C'est vrai, au fond, ce n'est pas ça que vous payez. Parce qu'il y a toujours des tournures. Mais si vous êtes quelqu'un sérieux et digne, vous pouvez exiger et payer ce prix. C'est ce que je demande au ministre. Et là, maintenant, il y a le volet juridique de l'affaire. Et je salue encore mes équipes qui travaillent sur la réforme du système judiciaire. C'est-à-dire, je souhaite déposer une proposition de loi pour l'amélioration du corps de la justice. Vous imaginez un magistrat qui habite Douala, qui gagne encore 300 000. Ce magistrat doit être en veste comme vous. Il ne doit pas se mêler aux affaires qui va permettre qu'il soit lié. Autrement dit, il ne doit pas prendre un taxi parce que sur le chemin, il peut ne pas avoir de l'argent et il va être redevable à ce taximan. Il gagne 300, il gagne 400 000. La maison du dernier de mes employés peut gagner plus de 400 000. Là où mon dernier employé habite. C'est ça qu'on va donner comme salaire à un magistrat qui doit rendre une décision sur une affaire de 174 milliards, de 174 hectares. Quand vous faites 174 hectares, même s'il vend le mètre carré à 1000 francs ou à 10 000, vous voulez que ce magistrat soit sérieux? Et demain, on va dire que non, c'est un mauvais magistrat. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent que c'est un mauvais magistrat. Je fais partie de ceux qui disent que autant on paye mal les députés pour leur tenir, alors qu'à côté, le salaire du député camerounais et le salaire du député qui est à côté, là, il y a la différence de peu près 6 fois. Autant on paye un magistrat pour le tenir davantage, alors qu'à côté chez nous, et je vous fais une confidence, j'ai travaillé en tant que membre de commission finances avec la commission de finances de l'Assemblée nationale française. Chez eux, j'ai dit en France, d'office, le président de la commission de finances est de l'opposition. C'est un principe. Principe. 2, c'est-à-dire que si le parti de Macron quitte le pouvoir, ou bien comme ils sont au pouvoir, c'est son opposant qui est. Vous voyez, ça permet la contradiction. Le rapporteur, c'est-à-dire que notre rapporteur, celui qui est santé, lorsque je constate une infraction et que je dois remettre, que c'est lui qui doit le lire à l'Assemblée, est à la fois de toutes les partis politiques. Ça, c'est une chose. Et plus encore, ce qui est intéressant chez eux, c'est que c'est la commission, c'est le Parlement qui prépare le budget de l'État.
C'est-à-dire que c'est nous qui décidons de combien on doit mettre, quelle route on doit faire. Et il y a donc la session budgétaire, ce que chaque parlementaire apporte les problèmes qu'il a dans sa localité après avoir travaillé avec le maire. Mais ici, vous savez comment ça se passe. Vous restez, le ministère des Finances, il a travaillé, je ne sais pas où c'est, avec le Premier ministre ou la présidence, il vous apporte une loi, il vous dit voilà comment ça se passe. Cette loi est conçue par le parti au pouvoir. Cette loi est déposée au Parlement sous le contrôle du parti au pouvoir qui a une majorité obèse. Cette loi fait l'objet de discussions et on recueille vos propositions et c'est toujours le parti au pouvoir qui en décide. Parce que vous le regardez de façon concrète, c'est le parti au pouvoir qui gère. Et plus loin, pour être député, on dit que le président de la commission, c'est un ministre. Le ministre qui est le président de la... Regardez le renouvellement qui se passe dans le régime, dans le parti au pouvoir en ce moment. On vous met votre ministre de votre localité. C'est lui qui vient choisir qui sera député. Et quand vous arrivez au Parlement, c'est vous qui allez contrôler cette personne. D'accord. Un autre élément, je rappelle que vous êtes président du réseau des parlementaires pour la promotion des banques et assurances. Vous avez également fait un travail de recherche là-dessus. Oui, je suis arrivé au Parlement. Au point d'en proposer des visions autres. Oui, bien sûr. Vous saviez, en ce qui me concerne, je ne suis jamais là où les autres sont. C'est-à-dire que je suis unique à mon genre. Vous voyez, moi, je ne fais que ce qui est unique. Si je fais ce que tout le monde fait, je n'ai plus le droit d'exister. Donc, moi, j'arrive au Parlement et puis on a trop de problèmes d'assurance. Tout le monde dit que les assureurs, ce sont des voleurs. Et puis, même quand un député dit que j'achète l'assurance pour traverser le contrôle. Alors que moi, depuis que je suis rentré au Cameroun, je ne vis que des assurances. Je ne suis même pas assureur, je fais le contentieux des assurances. Et j'emploie 64 personnes qui ne vivent que de ça. Et je m'étonne comment c'est possible. Et je décide de m'intéresser au contrat du Parlement. Et à la fin, je fais certaines recommandations qui ont été adoptées par le président. Je dis merci. Et il m'associe donc à la réflexion. Quand il m'associe à la réflexion, je montre à suffisance que le problème est interne et non le problème est chez l'assureur. Et lorsque interne, c'est-à-dire qu'au Parlement. D'accord. C'est-à-dire que la structuration n'était pas conforme. Et quand on fait des propositions, on a donc une solution. Et la nouvelle administration qui vient d'arriver au Parlement a bien compris la chose. Et il a dit, il faut avancer, mon petit. Quand je finis également, vous aviez notre immeuble siège de l'Assemblée nationale qui a été sinistré. Et de 2016 à ce jour que j'étais au Parlement, on n'avait pas recouvré la totalité des indemnités. Et il y en avait 4 avocats dessus. Ma modeste personne a demandé d'obtenir le dossier. Lorsque j'ai obtenu le dossier aujourd'hui, je me réserve de dire ce qui s'est passé. Justement, on peut... Alors, donc, il faut dire que ma modeste personne a apporté une solution crédible. C'est laquelle? C'est que l'Assemblée nationale s'est retrouvée dans ses droits, qui a duré presque 4 ans. Maintenant, j'en arrive pour dire, c'est en ce moment qu'on commence à comprendre l'importance de l'assurance et le président fait confiance à un plus petit comme moi pour dire que vous pouviez. Lorsque je finis avec les assurances, je m'en vais rencontrer le ministre des Finances qui dit non. L'assurance va de pair avec les banques. Et il dit non, il faut qu'on travaille sur la banque et des assurances. Aujourd'hui, je suis président du réseau banque et assurance. Et je fais donc comprendre au ministre les manquements que nous avions. Et je pense qu'il a bien compris. Et je le remercie parce que il est tellement humble qu'il vraiment, lorsque vous apportez une solution crédible, il adopte. Il a créé aujourd'hui une commission qui travaille pour la réforme du système d'assurance. Et aujourd'hui, les voitures CA n'étaient presque pas assurées. En 2022, le ministre des Finances a pris cette résolution. Toutes les voitures, toutes les maisons de l'État doivent avoir une police d'assurance. Toutes les voitures CA doivent avoir une police d'assurance. Toutes les maisons de l'État doivent avoir une police des restaurants. Les immeubles de l'État doivent être assurés. Comment voulez-vous que l'assureur soit aussi important dans votre localité lorsque vous n'assurez même pas ce qui est élémentaire? Vous allez le palais de... Alors, en un ou deux mots, quelles sont les réformes que... Non, les premières réformes qui sont visibles, qui doivent être faites, c'est que,
les véhicules de l'État doivent être rapidement assurés. Les biens de l'État doivent être rapidement assurés. Vous avez plusieurs assurances qui ne sont pas effectives au Cameroun. Et le contrôle de l'action le contrôle des compagnies d'assurance doivent être accentués. Et lorsque le ministre en a accordé tout cela, il a créé une commission dans laquelle je figure. Et cette commission travaille pour lui faire des meilleures propositions avant novembre. Comment voulez-vous que... Et moi je dis, la population aussi a on doit interpeller. Ils sont tellement résignants. Ils sont beaucoup plus dans les bars, en train de discuter. Voilà là où nous nous retrouvons. Vous n'avez pas d'idée, qu'est-ce qu'on fait? La population est simplement... Vous trouvez que quelqu'un, il est simplement là, il dit Drogba est fort et tout. Nous avions besoin que vous apportez vos contributions là où il faut. Mais c'est là où j'interroge le politique, le député, l'élu, le responsable du SDF. Que faites-vous pour éduquer ces populations-là justement à la citoyenneté, à la revendication de leurs droits, mais davantage à l'éducation politique? Oui, je vous dis que depuis que je suis en politique, d'ailleurs je ne suis même pas politique, je n'arrive pas à expliquer ça parce que je ne suis pas politique. Moi je fais de la science politique pure. D'accord. Vous voyez, et je retrouve beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles. La science politique a quitté le terrain au Cameroun. La science politique, c'est-à-dire que c'est le politique qui travaille pour le développement de la nation. Ici, vous trouvez des politiciens destructeurs. Je dis un politicien destructeur. Sa mission première, c'est de détruire tout ce que vous voulez construire. Lui, vous travaillez pour que vous ayez des routes. Vous travaillez pour que vous ayez des stades. Lui, il travaille pour détruire tout ça. Il est chaque fois réélu. Vous faites comment pour parler de la science politique avec lui? Moi, je ne connais pas. Je dis ce que je pense parce que je suis libre. Je ne suis lié en rien. D'accord. Et je ne serai jamais lié. D'accord. Moi, j'ai une seule chose, c'est de travailler pour mon pays. Parce que Paul Biya, il est revenu au Cameroun, il avait à peu près 30 ans. Il est là aujourd'hui, aux frais du gouvernement. Pourquoi vous, que vous êtes au quartier, vous ne pouvez pas penser que vous deviez aussi travailler aux frais du gouvernement? Faites la pression. Puisque lorsque c'est bien, ces gens ne vont pas lâcher. Hein. Ils ne vont jamais lâcher. Je vous suggère ce dernier reportage, si vous permettez, avant de ressortir de l'émission, juste un dernier. Merci beaucoup. C'est le ministre de la Défense, on l'a dit à l'entrée de l'émission, qui a fait une descente à l'extrême nord suite à l'attaque de Boko Haram, ces islamistes qui, comme vous le savez, mènent des actions et dont, pour lesquelles les islamistes, le président a plus qu'à déclarer la guerre. Il y a donc eu 2 attaques la semaine dernière et le ministre de la Défense est allé remobiliser les troupes. Reportage. 2 attaques en l'espace de 2 jours, une quinzaine de Camerounais tués et plusieurs autres blessés. C'est le contexte qui entoure la visite du ministre délégué à la présidence chargé de la défense à Marois dans la région de l'extrême nord. Premier arrêt, l'hôpital militaire de la région numéro 4 au chevet des blessés des attaques de Sakmé et Zigué par les terroristes de Boko Haram. À ces vaillants héros, le MINDEF promet une prise en charge optimale. L'armée n'oublie jamais ses hommes, quel que soit ce qui leur arrive. Nous voulons rassurer les militaires blessés de tout le réconfort, de tout le soutien moral et même matériel de Monsieur le Président de la République et de l'ensemble du haut commandement. Ce 28 juillet 2021, Joseph Béti Assomo, accompagné des chefs d'état-major, terre, mer et air, du général de brigade, directeur central de la coordination à la gendarmerie nationale, a tenu à préciser que la stratégie camerounaise contre Boko Haram peut connaître des réajustements. L'objectif étant de réduire la capacité de nuisance des terroristes et de permettre aux populations de vaquer sereinement à leurs occupations. Souhaitent vaquer à leurs occupations, que sérénité et paix reviennent dans cette localité. Peut-être le mot de la fin, honorable Gemeni, pour... Le mot de la fin, je peux ne pas dire quelque chose à ce ministre-là, vraiment que j'ai trouvé déjà, il était ici dans le littoral très dynamique. En tant que gouverneur de la région. Oui, en tant que gouverneur, je pense que il a des prétentions, des idées pour aller plus loin avec le Cameroun. Maintenant, si je peux dire aussi quelque chose en termes de suggestions, je travaille sur 3 grandes propositions de loi
propositions de loi. Ça, c'est ma mission. Je ne peux pas quitter le Parlement sans déposer ses idées, au moins auprès de l'administration de l'Assemblée nationale. S'ils veulent, ils peuvent faire passer. S'ils veulent, ils ne font pas passer. Parce que pour faire passer une loi, il y a la conférence des présidents. Ça, vous déposez, ça va à la conférence des présidents. Et à la conférence des présidents, il n'y a aucun opposant. Il n'y a aucun. Donc, je dépose, je vais estiper ma responsabilité en tant que parlementaire. Et si chacun de nous pouvait estiper sa responsabilité. Donc, première proposition de loi, j'ai des équipes qui travaillent et je dis, s'il y a un seul Camerounais qui a des idées dessus, qui n'hésite pas de nous contacter, il y a aussi tous les canaux, Facebook et consorts, et sur ma page web, sur mon site. Donc, la réforme des conditions des enseignants. Vous regardez aujourd'hui ce que gagne un enseignant. Moi, avant d'être député, j'étais président de coopérative de mon collège. J'ai trouvé des enseignants qui gagnaient 40 000. Et je vous assure, qui ont fait de moi député. Et ils gagnent 40 000, les enseignants. Ils sont encore en poste jusqu'à aujourd'hui à Mbanga. Je vous dis à Mbanga, il y aura une proposition de loi sur la réforme des conditions des enseignants. Deuxième proposition de loi, la réforme des conditions du corps judiciaire. Un magistrat ne peut pas gagner dans un pays sérieux moins d'1 million. Même 1 million, c'est rien. Un magistrat doit bénéficier de maisons et tout. Il doit avoir tous ses avantages. Troisième proposition, la réforme du corps soignant. C'est des médecins qui peuvent nous permettre de rester debout. À l'étranger, on appelle un médecin un sauveur de vie. C'est-à-dire il doit être à l'abri du besoin. D'accord. Et le dernier qui s'est ajouté depuis que j'essaie de réfléchir sur ce problème de foncier, c'est une proposition de loi sur la réforme foncière au Cameroun. Ça, je vais déposer tous ces éléments. Le premier, je pense, si mes équipes et les moyens me permettent, parce que déposer une proposition de loi, ça coûte véritablement cher. Ça coûte véritablement cher. S'il faut travailler avec des spécialistes, il faut tenir compte du budget de l'État, il faut tenir compte de toutes les lois. Il faut Merci le déposer infiniment. Donc, je demande à tous ceux qui sont disponibles de nous rejoindre dans ce chantier. Ne critiquons pas si on ne peut rien proposer. Moi, je vais proposer et je rêve de voir des magistrats qui sont véritablement autonomes financièrement. C'est ça ma mission. Bénic Djemeni, merci. Député SDF, élu de la Nation, évidemment. Merci infiniment de vous être arrêté ici ce dimanche. Oui, je préfère beaucoup plus député de la Nation. Bon, mais élu SDF. Il est toujours bon de rappeler c'est le SDF qui fait de vous. Non, je suis d'accord. Et une fois député, vous êtes député de la Nation. Je suis d'accord, mais je veux dire en termes de ton, en termes d'idéologie politique. Parce que pour vous dire vrai, ceux que je résous plus de problèmes, c'est ceux du RDPC. En termes d'idéologie politique, il est toujours bon de préciser votre appartenance aussi. Effectivement. Merci infiniment d'être venu ce dimanche échanger avec nos téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie, je remercie et j'ai trouvé une équipe véritablement en place. Il faut dire que c'est notre première fois qu'on se rencontre. On a travaillé beaucoup en ligne. Et c'est admirable. On s'est retrouvés net sur ce plateau et puis je dis que c'est comme ça que les autres devaient gagner et je pense que vous aviez beaucoup d'avenir et une dignité que je me dois de saluer. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, madame, messieurs, d'avoir regardé à nouveau ce programme. Bon dimanche, demain c'est lundi. Bon début de semaine.